Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Franck Rimbaud, je suis membre d'Archelona, l'association qui co-organise avec les archives départementales et le musée ce cycle de conférences. Nous avons eu une petite frayeur d'ordre informatique, mais tout rentre dans l'ordre. Donc on aura bien un PowerPoint, parce que j'imagine que sans PowerPoint, il aurait été ça aurait manqué un peu de sel, hein, j'imagine. Je laisserai Clément Michon présenter la conférencière de ce soir. On est très content d'accueillir la nouvelle directrice des archives départementales à Saint-Dizier. Vous savez qu'il y a eu une rupture d'à peu près 18 mois, je pense, hein, depuis le départ, un peu plus d'un an depuis le départ d'Alain Morgat, qui est parti dans la Loire, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, ce soir, pour la première fois, nous aurons l'occasion de vous écouter. Je vais annoncer la prochaine conférence, puisqu'elle est à caractère archéologique, hein, donc le 17 novembre, hein, le jour du Beaujolais nouveau. Avant d'ouvrir une bouteille, il faudra peut-être venir ici pour écouter, non, au théâtre d'ailleurs, pour venir écouter Jean-Michel Geneste, hein, qui est un éminent préhistorien français, sur la grotte Chauvet. C'est une conférence qui aura une configuration un peu particulière, hein, sauf ennui technique majeur. On devrait d'abord diffuser un film d'à peu près 25 minutes, qui s'appelle Le Dernier Passage, qu'il a réalisé donc sur la grotte Chauvet. C'est une déambulation dans la grotte Chauvet. Et puis, il prendra la parole ensuite pour présenter ses travaux. Il a été directeur scientifique de la grotte Chauvet durant de très longues années. Vous pourrez aussi le titiller sur Lascaux. Il a été aussi directeur, hein, de recherche sur Lascaux, donc il connaît toutes les grottes ornées françaises et même les espagnoles très très bien. Donc vous avez quelqu'un vraiment c'est pas le seul en France, mais enfin c'est une pointure sur le sujet, donc vous pourrez l'interroger à l'issue de ses présentations. Et puis, quelques jours avant, enfin même un mois avant, on a une autre conférence dont on voudrait vous parler. C'est la raison pour laquelle je vais laisser la parole à Étienne Clément. Donc cette fois-ci, je co-organise, mais au titre de la ville de Saint-Dizier, un autre cycle de conférences qui s'appelle Dans la nature de l'homme, en collaboration avec la Ligue de protection des oiseaux. Dont le président va prendre la parole pour parler de cette conférence et peut-être des conférences à venir. Merci Franck. Oui, alors c'est la deuxième année qu'on organise ce cycle. C'est une conférence tous les 2 mois qui se déroule au théâtre municipal. Et là, on entre sur un cycle à l'intérieur du cycle, puisque sur 3 conférences, on va aborder la question de la crise climatique. Donc il y a une conférence le 20 octobre, donc c'est tous les jeudis aussi, à la même heure, 18h30. C'est Arnaud Lemestre, qui est géologue et responsable de l'unité géosciences du Palais de la Découverte à Paris, qui tiendra cette conférence. Et on va démarrer par le début, c'est-à-dire qu'il va faire une conférence sur l'histoire climatique de la planète. Il y aura une conférence qui suivra en début le 8 décembre, voilà, avec Alexandre Berger. Alexandre Berger, c'est un chercheur en météorologie et il est également président de l'association Climat 52. Donc lui, il va faire du mondial au local, c'est-à-dire, on dit souvent que nous, on serait peut-être un peu plus préservés que d'autres régions, ce qui n'est pas du tout vrai. Et il y a déjà des recherches qui sont menées justement et en Haute-Marne ou dans le Grand Est pour montrer un petit peu l'impact de cette crise-là. Et puis la dernière, ça sera plutôt sous format table ronde. Donc on est en cours de constitution des intervenants de cette table ronde. Et là, le 2 février. Et là, ça sera sur les impacts sur différents domaines, notamment les énergies, notamment l'agriculture, sans doute sur la santé et sur les solutions possibles. Voilà. Et puis, entre-temps, on aura aussi le 8 décembre le privilège et la joie d'accueillir Marie-Monique Robin. C'est une journaliste qui est très très impliquée dans le domaine de l'environnement. Elle a sorti un film qui s'appelle La fabrique de la pandémie, sur le lien entre virus et destruction de la biodiversité.
Et donc il y aura le film sera projeté à Cinéquai et elle sera ensuite présente pour le débat, le 8 décembre. Voilà. Et ouais, elle a fait un film précédemment qui était Le Monde selon Monsanto sur les produits qui sont trop largement déversés en agriculture. Voilà. Bonjour à tous, merci pour votre venue et pour votre fidélité au cycle de conférences. Merci à Elisabeth Charon pour sa venue. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue en Haute-Marne et à Saint-Dizier puisque c'est la première fois que vous venez ici. Donc, pour vous présenter rapidement notre conférencière de ce soir, donc Elisabeth Charon vient de sortir de l'INP, donc l'Institut national du patrimoine, qui forme les conservateurs que j'ai eu aussi le plaisir de fréquenter, donc pour son premier poste en tant que directrice d'archives départementales en Haute-Marne. Excusez-moi. Donc pour son premier poste, donc en tant que directrice des archives du Haute-Marne, Elisabeth Charon donc vous êtes plutôt médiéviste de formation, puisque donc au cours de vos études, notamment à l'école des Chartes, vous sortez diplômé, titulaire du diplôme d'archiviste paléographe. Vous avez travaillé donc sur une famille normande, les Estouteville, pendant la guerre de 100 ans. Mais donc là, le travail en archives départementales va vous permettre notamment de brasser tout un large niveau de différence, même si on a comme très beaux fonds médiévaux aux archives départementales de Haute-Marne. Et donc voilà, donc pour vous présenter en quelques mots. Donc la conférence de ce soir portera sur la prochaine exposition des archives départementales, donc sur le thème de l'eau en Haute-Marne, donc un thème assez large et assez d'actualité, notamment vu la sécheresse de cette année, donc qui traitera des traitements de l'utilisation de l'eau au sein du département de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc une exposition avec très nombreux prêteurs, dont le musée de Saint-Dizier, où nous avons le plaisir de pouvoir prêter quelques objets et notamment quelques reproductions d'œuvres que vous pourrez voir. Et donc cette exposition commencera en mois de décembre donc aux archives départementales. Donc on a une conférence, une véritable avant-première, mais qui vous donnera d'autant mieux l'envie de découvrir cette exposition lorsqu'elle sera ouverte. Voilà, mais tout de suite, je laisse la parole à notre conférencière. Merci. Ça va comme ça? Oui. Donc, je suis ravie d'être ici ce soir et de vous rencontrer. Je suis aussi très honorée de faire ici ma première conférence en tant que directrice des archives. Je dois tout d'abord excuser Monsieur Sylvain Scora qui malheureusement quitte la collectivité pour d'autres horizons, donc qui n'a pas pu venir ce soir, mais c'est lui qui a préparé pour l'instant l'essentiel de l'exposition que nous allons pouvoir présenter. Et j'excuse aussi ma consoeur et collègue Claire Serrano, responsable du service conservation du patrimoine au département et archéologue de formation, et qui est également co-commissaire de cette exposition. Donc, comme vous l'avez entendu, je ne suis spécialiste ni de la Haute-Marne ni de l'eau dans l'histoire, mais j'espère que la conférence sera quand même intéressante. Donc, ce qui a présidé au choix de ce thème, c'est évidemment le fait que c'est un sujet d'actualité. Suite au dérèglement climatique, on a connu ce grand épisode de sécheresse cet été, mais ce n'est pas le seul que le monde doit endurer en ce moment, comme vous le savez. Et donc cela repose la question du rapport de l'homme et de l'eau. Et ça nous semblait intéressant de faire un petit retour sur l'histoire de ces rapports. Et il y a vraiment matière à faire une exposition autour de ce sujet. Surtout que ça prend la suite d'un projet d'expo qui a été avorté à cause du Covid, mais qui a quand même donné lieu à une publication, donc La Haute-Marne et la mer, par M. Morgam, mon prédécesseur.
et qui avait montré que la Haute-Marne, même si elle est très éloignée de la mer, y est quand même liée dans son histoire, à la fois par les filières économiques, puisque le bois issu des forêts servait à la construction des navires, et puis aussi par le parcours de certains Haut-Marnais dans la marine royale ou dans l'histoire de la navigation maritime. Et donc là, avec l'eau, on se rapproche un peu du territoire. Donc le projet est porté donc, conjointement par les archives départementales et par le service de la conservation du patrimoine, et comme Clément le mentionnait, avec l'aide de nombreux partenaires. Donc plusieurs musées qui nous font l'honneur de nous prêter des œuvres, alors soit les originaux, soit de nous laisser au moins les reproduire pour qu'on puisse les présenter sur les panneaux. Donc il y a le musée de Saint-Dizier, le musée de Chaumont, le musée de Langres et le musée de Bourbonne-les-Bains. Plusieurs artistes ont aussi été au rendez-vous pour nous prêter certaines de leurs œuvres, donc notamment Madame Laura Bourg, qui fait des aquarelles, et Boris Beluche. Et puis quelques particuliers nous ont aussi prêté des choses, donc notamment je voudrais remercier Monsieur Eve, qui d'ailleurs je crois va présenter notre conférence de ce cycle sur la sidérurgie. Et évidemment, cette exposition amènera aussi un projet de publication, donc un catalogue, qui devrait paraître fin mars 2023. Et là, pour ce catalogue, on met à contribution une quarantaine d'auteurs dans le département. Donc là aussi, un beau projet partagé par beaucoup d'acteurs, et je suis très fière, même si mon ancienneté est beaucoup plus réduite sur ce projet, puisque je suis arrivée ici en juillet, je suis très fière d'y être associée et de pouvoir poursuivre le travail. Alors, par rapport à l'histoire des hommes et de l'eau, la Haute-Marne est un territoire particulièrement intéressant, puisque vous avez sans doute déjà entendu parler de ce territoire comme étant le château d'eau de la France. Donc je vous présente ici une carte qui a été réalisée par le service d'information géographique du département. Et on voit le réseau hydrographique de la Haute-Marne. Donc vous repérez tous les cours d'eau. Évidemment, tout au nord-ouest, on repère bien le lac du Der, qui fait une grosse tache bleue. Et ce qui est intéressant, et ce qui a été matérialisé sur la carte avec les traits roses, c'est qu'en fait, la Haute-Marne est à la jonction, au carrefour, entre 3 bassins versants différents. Et c'est ce qui donne la particularité ce qu'on appelle le point triple, donc qui est à Val-de-Meuse, près du parc du Chénois, donc pas très loin de Langres. Et c'est ce point triple donc, est vraiment le carrefour des bassins versants. Et pour vous donner une idée, une goutte d'eau qui tomberait pile à cet endroit pourrait, au gré du vent et des micro souffles de vent, se retrouver sur un parcours qui l'emmènera soit dans la mer Méditerranée, donc ça c'est si elle finit dans la Vingeanne, qui est un affluent de la Saône, je crois. Sinon, elle pourrait aussi se retrouver en mer du Nord si elle tombe dans la Meuse. Et enfin, elle peut se retrouver dans la Manche et ensuite dans l'océan Atlantique si elle tombe dans la Marne ou dans un de ses affluents. Donc, c'est un point particulier et très connu des hydrographes et autres spécialistes. Et donc, c'est vraiment un carrefour entre tous ces mondes. Et c'est intéressant de pouvoir suivre ce qu'en ont fait les hommes et les habitants. Alors, nous avons pris le parti de commencer notre exposition donc, depuis l'Antiquité, en faisant intervenir des archéologues. Donc là, les œuvres que je vous présente sont des œuvres qui seront exposées. Ce ne sont pas les seules.
Donc, dans l'Antiquité, l'eau fait évidemment partie de la vie courante, et les traces archéologiques de cette présence résident en fait dans l'existence des canalisations et des infrastructures. Et donc, c'est pour ça qu'on va présenter ce morceau de canalisation antique que nous prête le musée de Chaumont. Donc, l'inscription qu'il y a dessus, c'est simplement Marcellinus Fecit, enfin Fec pour Fecit. Donc, c'est le nom de l'artisan qui a fondu la canalisation. Les Romains savaient très bien maîtriser les systèmes d'adduction d'eau, et avec des techniques vraiment très efficaces. Sachant que, je ne sais pas si c'est le cas de cette canalisation-là, mais ils avaient déjà une technique pour pouvoir faire monter l'eau au-dessus des reliefs, tout simplement en jouant sur la taille des canalisations ou des rigoles, et ce qui permet en forçant le parcours de l'eau dans un espace de plus en plus étroit, de renforcer la pression et donc la vitesse et le débit de l'eau, et lui permettre de franchir des reliefs. On a aussi des traces des restes de fontaines et d'éléments de bassins ou de puits qui nous montrent toute cette utilisation de l'eau, bien évidemment. Il y a aussi une utilisation de l'eau pour les loisirs. C'est ce que montre très bien le site d'Andilly en Bassigny, dont s'occupe Claire Serrano, qui est en fait une villa avec un impressionnant complexe thermal, qui sont des thermes privés en l'occurrence, et qui ont été réaménagés au fur des années et des siècles d'occupation du site. Et ça montre, ces termes sont un élément d'opulence et un marqueur de richesse et de puissance par rapport à la société. Et l'eau en fait partie intégrante de cette politique d'ostentation et de cette logique de pouvoir. Parce que d'avoir des termes à soi, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller dans les termes publics, qu'on est exceptionnel par rapport au peuple. C'est aussi un signe de luxe que de pouvoir capter autant d'eau et l'utiliser pour un loisir et s'en débarrasser ensuite, alors que c'est une ressource vitale. Et puis... Donc la nymphe des cloisés prêtée par le musée de Langres fait aussi partie d'une villa, montre là aussi l'ostentation. Et le troisième objet, c'est une tablette, enfin une stèle même, elle est assez grande, qui comporte un ex-voto à la déesse Matrona. Donc là, je ne connais pas assez la mythologie pour savoir vous dire quel était... les attributs de cette déesse, mais en tout cas, toujours est-il que c'est elle qui a donné son nom à la Marne. Donc c'est même sans doute simplement la Marne déifiée et qu'on vénérait comme une déesse, ce qui était assez fréquent dans la mythologie gréco-romaine, de personnifier les rivières et les fleuves et de les honorer ou de leur vouer un culte. Et cet ex-voto a été trouvé à Bellem-sur-Marne et a été découverte en 1831 et tout près de la source de la Marne. Et on pense qu'elle faisait partie d'un sanctuaire et qu'elle a été trouvée quand même assez proche de l'emplacement de ce sanctuaire d'origine, même si on n'a pas retrouvé trace de l'implantation du sanctuaire lui-même. Donc effectivement, l'eau pouvait aussi avoir un rôle dans la religion, et ça a été montré pour d'autres sites archéologiques aussi. Par exemple,
pour un site dans la forêt du Corgebin et pour un autre site autour de Langres, où là, vraiment, les archéologues ont pu trouver de façon sûre et certaine des traces de culte et de sanctuaires liés spécifiquement à l'eau. Mais il faut quand même se méfier d'autres découvertes. On a pu trouver des installations, des canalisations et quelque chose en lien avec l'eau près d'un sanctuaire religieux, mais parfois le lien est juste fortuit. Et ça ne voulait pas dire que le sanctuaire était là pour honorer un dieu en rapport, ou une déesse en rapport avec l'eau, mais ça pouvait être tout simplement un sanctuaire qui était implanté à côté d'un complexe thermal ou de n'importe quelle autre habitation qui avait des besoins en eau. Voilà. Évidemment, ce ne sont pas les seuls objets. Ensuite, on progresse dans le temps. Là, on fait un sacré bond dedans, mais évidemment, le sujet de l'eau est tellement vaste que ça nous paraissait impossible de le traiter de manière chronologique. Donc, sur le reste de l'exposition, on est vraiment sur des thématiques et en explorant différentes périodes. Quand même peut-être pour poser un peu le contexte entre l'Antiquité et le 19e siècle. Donc l'eau a toujours fait partie du quotidien. Et évidemment, au Moyen-Âge et à l'époque moderne, on continue à avoir besoin d'y avoir accès. Et la question de l'accès à l'eau, justement, est une question centrale pour la vie des habitants. Et pendant longtemps, les communautés d'habitants vont s'implanter près des cours d'eau pour avoir un accès privilégié, vont creuser des puits, mais la plupart du temps, quand il faut aller chercher de l'eau, on y va à dos d'homme ou à dos du mulet ou d'âne ou autres animaux. Et justement, au XIXe siècle, avec le développement des politiques publiques en faveur de l'hygiène, on commence à vouloir avoir les communautés commencent à s'organiser pour proposer un accès à l'eau vraiment plus facile aux habitants et de façon collective. Évidemment, l'adduction d'eau vers des maisons privées est encore un luxe. Et il faut encore attendre un peu pour les dessertes individuelles. Enfin, même si, évidemment, si on remonte à l'époque de la Renaissance, on peut déjà trouver des maisons avec un accès à l'eau en interne, avec le puits sous la cuisine, sous la fenêtre. Mais ça reste l'apanage des riches et des élites. Et donc ici, on a plusieurs formes de cette adduction d'eau dans les villages. La photo qu'on avait choisie aussi comme image pour cette conférence. Donc on voit des enfants qui jouent avec une fontaine. Donc c'est une photo qui a été prise lors d'une inauguration donc du système d'adduction d'eau à Serqueux dans les années 1950. Et juste à côté, on a les plans d'un lavoir, donc qui lui remonte un peu plus dans le temps, puisqu'il date de 1862. Et on en a des foultitudes des plans de lavoir comme ça. Celui-là, donc Vouécourt, est peut-être un des plus jolis. Et c'est tout simplement que c'est au XIXe siècle où les communes ont commencé à s'équiper de lavoirs. Elles y étaient encouragées par l'État, puisqu'une loi de février 1851 accordait une subvention à hauteur de 30% aux communes pour la réalisation de ces bâtiments. Donc l'idée, c'était d'avoir un endroit couvert
pour permettre aux femmes en général, les hommes ne faisaient pas la lessive à cette époque-là, donc aux femmes d'aller laver le linge. Et c'est bien connu maintenant que ces lavoirs étaient un haut lieu de sociabilité féminine, et d'où l'expression d'ailleurs laver son linge sale en public. Et donc, les lavoirs vont faire partie de la vie quotidienne des habitants pendant à peu près un siècle, puisqu'ils ne vont tomber en désuétude qu'à partir justement des années 1950, quand les foyers vont commencer à s'équiper de machines à laver et de lave-linge. Mais l'installation des lave-linges permise justement par l'installation de systèmes d'adduction d'eau déjà plus individualisés et pour toutes les habitations. Et évidemment, à côté de ces considérations pour la lessive, il y a aussi un enjeu pour la consommation d'eau des habitants et des passants. Et donc, dans tout ce mouvement hygiéniste, on va aussi promouvoir l'installation de fontaines dans les rues pour permettre aux gens de se désaltérer. Donc là, on a un schéma d'une borne fontaine installée à Faye-Billot en 1833, mais j'ai aussi retrouvé un plan pour une borne fontaine à Chevillon dans les années 1925. Et puis, il y a évidemment l'exemple le plus connu, qui sont les fontaines Wallace à Paris, financées par un philanthrope anglais, donc Sir Robert Wallace. Et fontaines Wallace qui d'ailleurs ont été réalisées et fondues par les fonderies du Pays d'Hôte, donc en Haute-Marne. Alors après... Oui, donc l'eau dans le quotidien, c'est aussi l'eau qui sert à produire ce qu'on mange, et donc la nourriture, et donc à irriguer les champs et à abreuver les animaux. Alors pour l'irrigation des champs, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une illustration. Sinon, on est tout de suite dans des plans assez obscurs. Enfin, c'est obscur. Il faut les regarder de près. Ça ne rend pas très bien sur un diaporama. Donc des plans de rigole et d'irrigation des champs. Et on a surtout les systèmes... les abreuvoirs ont été plutôt bien représentés dans l'iconographie. Donc là, on a une jolie petite carte postale d'un abreuvoir pour des vaches. Et à côté, j'ai un dessin, on ne voit pas très très bien. C'est un dessin d'une éolienne de pompage, donc ça existe encore. Et c'est vrai qu'on a peut-être plus l'habitude de voir ça dans des films en plein désert en Afrique. Mais il y en avait aussi en Haute-Marne, donc notamment à Dansevoire. Et ces éoliennes permettaient soit de fournir, d'alimenter les systèmes d'irrigation des champs, soit d'alimenter les abreuvoirs pour les bêtes. Donc ça dépendait tout simplement de leur importance et de leur taille. Et évidemment, la ressource en eau pour les agriculteurs était savamment répartie, et ça fait partie en général des points que regardent les agriculteurs avec une grande attention. Et après l'eau qui sert dans le quotidien, on a aussi l'eau comme source d'énergie pour l'industrie. Alors la première industrie à laquelle on pense, ça peut être celle des moulins à blé. Donc je vous ai mis la photo d'un plan qui sera présenté, d'un plan à Velle. C'est l'an 12, donc c'est période post-révolutionnaire. Et on voit assez bien le cours d'eau en bleu qui passe dans les champs, enfin le cours d'eau, plus exactement le canal qui a été fait pour le moulin, donc ça s'appelle un bief. Le cours d'eau naturel, lui, est un peu plus au nord. Et on voit la retenue d'eau devant le moulin, qui est le gros bâtiment, gros carré rouge,
qu'on voit un peu à droite de l'image. Donc, les moulins à blé hydrauliques ont été les premiers moulins connus et construits dans l'histoire, bien avant les moulins à vent. Et ils ont toujours été plus nombreux. On a retrouvé des traces de moulins à eau déjà dans l'Antiquité et puis beaucoup sous les Carolingiens. Le premier moulin à vent, lui, est documenté pour le XIIe siècle. Donc c'est pas tout à fait la même technologie. Et la technique du moulin à eau a été utilisée pour moudre d'autres choses que du blé, évidemment, assez vite. Donc on l'a utilisé aussi dans le cadre de la papeterie, pour la fabrication du papier, notamment à partir des chiffons, et puis ensuite à partir de la pâte de bois. Enfin, justement, à partir du bois qu'on devait moudre pour en faire une pâte. Et puis dans la région, la grande industrie significative, c'est l'industrie métallurgique et sidérurgique. Et donc là aussi, beaucoup de moulins sont impliqués dans l'histoire. Cela commence avec les cisterciens au XIIe siècle, qui vraiment perfectionnent le système des moulins avec les engrenages, les arbres à cames, etc., pour actionner différentes parties des forges. Et donc là, je vous ai mis un dessin de l'encyclopédie. On voit un schéma d'une forge avec la roue en dessous qui actionne le soufflet de forge, donc pour attiser le feu. Mais on utilisait aussi des moulins pour nettoyer le minerai avant de l'exploiter. Donc ça s'appelait un bocard. On avait aussi des moulins pour... le bocard, pardon, c'était pour réduire les grosses roches en petits morceaux. Et le moulin pour le nettoyer et l'enlever de la terre, c'était le patouillet. Mes connaissances sur la matière sont assez récentes, donc mais c'est l'avantage de l'exposition, on apprend plein de choses. Oui, donc il y avait les moulins pour le souffler. Et il y avait aussi des moulins, alors avec arbre à cames, pour actionner des martinets quand on était dans des bas fourneaux et qu'il fallait frapper et battre le fer. Donc les martinets, comme leur nom ne l'indique pas, sont des énormes marteaux qui pouvaient faire entre 80 et 300 kilos et qui permettaient, avant l'invention du marteau pilon, donc de donner la forme voulue aux plaques de fer. Enfin, plus ou moins voulue. Évidemment, l'eau sert aussi de voie de transport, puisque c'est aussi un trait d'union entre les différentes parties du territoire. Dans l'exposition, on aura le plaisir de vous présenter cette vue du port de Lannou, donc à Saint-Dizier. Et ce qui est intéressant, même si c'est un peu sombre, c'est que ce port servait aussi non seulement de port pour la navigation, mais aussi de point d'arrivée pour le bois qui a été coupé dans les forêts et qu'on mettait ensuite sur l'eau pour le faire flotter et l'emmener vers des plus grosses villes et pouvoir le vendre. Et la navigation, c'est aussi la navigation de loisirs, évidemment. Donc avec ici ce magnifique voilier sur le lac de la Lièze. Bon, même si là on est sur un cours d'eau moins naturel, forcément, et même plus sur un cours d'eau, puisqu'il s'agit d'un lac réservoir. Mais en tout cas, cet aspect de navigation et de commerce est très important. L'eau, c'est une route qui avance toute seule et qui avance quand même assez vite par rapport aux moyens de transport terrestre qui sont toujours cahotants, voire chaotiques sur des routes qu'on arrive
seulement avec grand-peine à entretenir. Il faut savoir que le réseau routier ne devient vraiment efficace et performant qu'au XVIIIe siècle, avec les grandes routes. Auparavant, il n'est pas... on ne peut pas dire qu'il est inexistant ou qu'il ne convient pas du tout, mais il est quand même sujet à détérioration rapide. Et pour le transport des marchandises, ça peut être un gros inconvénient d'avoir une charrette qui peut perdre de son contenu au fil du parcours. C'est pas très pratique. Donc l'intérêt d'être dans un territoire avec beaucoup de cours d'eau, c'est qu'on peut faire passer beaucoup de choses par voie fluviale et par la navigation, et qu'il ait un moyen de transport beaucoup plus sûr et plus rapide. Mais pour aider cette navigation aussi, et pour améliorer cette utilisation, l'homme a évidemment aménagé les cours d'eau. Et c'est ce qu'on montre avec donc ces deux gros aspects de l'aménagement des cours d'eau justement en Haute-Marne, avec la création de canaux. J'aime bien cette photo assez impressionnante du tunnel de Ballem-sur-Marne. Donc simplement les ingénieurs qui ont construit le canal, alors c'est le canal entre la Champagne et la Bourgogne, ils l'ont construit à la fin du 19e siècle, et ils se sont rendus compte en arrivant à Bellem que le relief allait les forcer à faire beaucoup d'écluses et beaucoup d'ascenseurs à bateau presque, ou d'escaliers. Et ils ont trouvé une meilleure solution, donc celle de creuser un tunnel et de faire passer le canal dedans. Et donc il a été réalisé entre 1880 et 1883. Et là, la photo date de 1958. Et je trouve ça assez impressionnant. Et il y a eu quand même beaucoup de travaux sur des canaux dans la région. Et donc les canaux servent à améliorer les voies marchandes, les voies de transport, justement en les rendant un peu plus droites, en contrôlant le parcours et puis surtout en contrôlant le niveau d'eau dedans. On est moins impacté par les crues ou les décrues. Et l'autre grand aménagement qui a eu lieu dans la région, bien sûr, ce sont les grands lacs réservoirs, parce que comme on est proche des sources des rivières, on les a utilisés aussi pour contrôler justement les caprices de la nature sur des fleuves beaucoup plus grands, et notamment la Seine. Et donc il y a eu des différents chantiers de construction, donc d'énormes lacs réservoirs. Donc il y a le lac du Der, le lac de la Lièze, le lac de la Mouche, et ici un barrage à Villegusien, donc c'est sur le réservoir de la Vingeanne, et il a été construit entre 1902 et 1904, donc avec un grand savoir-faire des ingénieurs pour réussir à construire des digues étanches, puisque le but est vraiment de retenir l'eau, comme son nom l'indique. Et le rôle de ces réservoirs est de servir de tampon et d'absorber le gros des crues des fleuves pour éviter les inondations dans les grosses villes et villes de plus petite importance implantées tout du long. Et parce qu'évidemment, on se souvient des effets de la crue de 1910. Et donc, comme quoi ces lacs réservoirs ne suffisent pas forcément. Mais qui avait fait des grands dégâts partout en France. Donc là, j'ai une carte postale de la crue à Joinville, mais on va aussi présenter des cartes de la crue un peu dans plusieurs villes du département. Et c'est vraiment les périodes d'inondation, la domestication des fleuves et des rivières a été un projet
particulièrement important. Ce n'est pas un hasard si ça a lieu au XIXe siècle, c'est là aussi le siècle de l'industrialisation, de ces grandes politiques publiques pour améliorer l'hygiène et pour améliorer les conditions de vie des Français, et surtout d'aménagement des voies commerciales. Donc on peut mettre tout à fait en parallèle le développement des canaux et le développement des voies de chemin de fer. C'est le même ministère qui s'en occupait, ça a été fait aussi avec la même philosophie, donc c'est ce qu'on appelle le courant saint-simonien, donc, qui a impliqué beaucoup d'élèves de l'école polytechnique. Et il y a une grande maîtrise derrière ces grands aménagements et qui ont été très profitables. Et sachant que finalement, les canaux et les lacs réservoirs peuvent aussi servir maintenant d'espace de loisirs pour se promener ou pour faire du voilier, comme on l'a vu pour le lac de la Lièze. Bon, il ne faut pas oublier non plus quand même que l'aménagement de ces grands réservoirs a condamné des villages. Si je m'en souviens bon, 3 communes sont ensevelies sous le lac du Der. Ça n'a quand même pas été tout à fait anodin. Et puis parfois, l'eau présente un obstacle pour la circulation, et donc on s'efforce de la franchir donc en mettant des ponts. Et là aussi, les ponts sont des éléments importants dans la vie de tous les jours et dans la vie commerciale des territoires. Parce que le pont, c'est un point de passage obligé pour traverser. Donc c'est un endroit idéal pour mettre un péage et pour faire payer des droits aux passants. Donc ça, c'est un système qu'ont connu la France médiévale et la France du XVIe au XVIIIe siècle. La Révolution, comme ce sont des droits seigneuriaux, ils sont abolis et les ponts seront de libre passage. Même si je crois qu'il y a un pont au Mont-Saint-Michel qui est redevenu payant. Enfin, ils ont remis un péage par là-bas récemment. Donc, il y a des idées qui ont l'air de revenir. Mais en tout cas, c'est une question très intéressante que l'histoire des ponts. Et ici, j'ai l'honneur et le bonheur de vous présenter cette aquarelle de la construction du pont de Joinville, donc en 1794. Une très belle aquarelle qui fait partie de nos toutes dernières acquisitions de cet été. Et donc, je crois, une des seules images de la construction de ce pont. Et à côté, c'est une image tirée de l'Atlas de Truden. Donc, Truden était un intendant des ponts et chaussées, enfin même surintendant. Et donc, un ingénieur et le chef de l'administration, de cette belle administration, et qui, pour le coup, avait été à la manœuvre justement pour l'amélioration du réseau routier. Et, je crois que c'est de cette époque-là que date l'école des ponts et chaussées, donc qui date d'avant la Révolution. Et nous avons ici un schéma du pont de Foulin, donc je trouvais plutôt bien parce qu'on a la vue en coupe au-dessus et la vue de dessus en dessous. Un pont assez classique avec ces grandes piles qui servent à à briser le courant pour protéger l'ouvrage. Et là, évidemment, on est à l'époque où on ne met plus de maisons sur les ponts. Mais vous savez que quand il y avait des ponts en ville, depuis le Moyen-Âge, on mettait des habitations. Et d'ailleurs, je crois que c'est bien le cas sur l'aquarelle. Là, on voit
On voit des maisons installées dessus déjà. Et non seulement il y avait des maisons sur les ponts, mais en plus, pour profiter de l'édifice, ils installaient des roues à aubes, donc des moulins en dessous. Et le grand avantage, c'était que l'eau était forcément avec un débit plus puissant au passage sous le pont, parce qu'elle était contrainte par les piles, et donc ça donnait encore plus d'énergie au moulin. Bon, évidemment, on pense au pont de Paris quand on pense à ça. Mais au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était quand même un peu dangereux de mettre des maisons sur les ponts. Ils avaient la mauvaise idée de s'écrouler. Et vous connaissez l'histoire, alors je suis désolée, je sors du territoire, c'est à Paris. Le pont qu'on appelle le Pont Neuf, qui est maintenant le plus vieux pont de Paris. En fait, c'est le premier pont de Paris qui a été reconstruit, parce que c'était une reconstruction, sans maison dessus. C'est pour ça qu'il a cette forme un peu particulière, avec des balcons disposés tout le long du pont. C'était pour permettre aux gens de se promener, de s'arrêter, de se montrer sur le pont, etc. Et toutes les sculptures qui ornent le pont, toutes ces têtes grimaçantes de notables de Paris, la légende raconte que les gens avaient accepté de faire des grimaces et s'étaient fait représenter grimaçant parce qu'ils pensaient que le pont allait s'effondrer assez vite comme tous les autres, et que donc leur image ne serait pas figée pour l'éternité. Mais le sort en a décidé autrement, et aujourd'hui c'est le plus vieux pont de Paris. Bon, bref, mais comme quoi c'est bien de faire des ponts en pierre. Et alors, une autre utilisation de l'eau, évidemment, c'est quand on la boit, et notamment quand on la boit en se disant que c'est meilleur pour la santé. Et parfois ce n'est pas le cas. Parfois l'eau apporte aussi des maladies. Donc là je vous présente une médaille qu'on emprunte au musée de Saint-Dizier. Donc une médaille qui célèbre le docteur Ferrat en 1832 lors de l'épidémie de choléra. Donc effectivement le choléra comme le typhus sont des maladies diffusées par l'eau. Et c'est aussi tout l'enjeu d'améliorer l'accès à l'eau aux habitants, parce que ces maladies-là se développent dans l'eau croupie et dénotent des problèmes d'adduction d'eau, tout simplement, et d'eau potable. Une épidémie de choléra du début du 19e siècle a été vraiment un grand traumatisme pour la France, et c'est à partir de là qu'on a vu apparaître pas mal de grandes améliorations dans ces politiques hygiénistes. Et à côté, donc l'eau pour se soigner, donc soit en la buvant, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les sources autour de Bourbonne-les-Bains ont été assez vite analysées, et plusieurs personnes ont voulu en tirer parti pour vendre ces eaux comme étant particulièrement saines pour la consommation, et leur attribuer des vertus curatives. Et donc on en fait toute une activité commerciale. Et c'est le cas à Bourbonne, évidemment. Et sachant qu'à Bourbonne, il y a aussi le complexe thermal à côté. Donc, déjà à l'Antiquité, on a retrouvé des traces de thermes publics à Bourbonne. Et là, au XIXe siècle, le filon est toujours là. Sachant qu'il y a des particularités hydrographiques à cet endroit qui font qu'il y a des sources d'eau chaude, en fait, de l'eau naturellement chaude. Donc, et ça explique cette implantation. Et j'aimais plutôt bien cette petite carte où on voit la douche un peu énergique dont on pouvait bénéficier dans ces instituts.
Et juste à côté, on a des photos, donc là, plutôt des bains et des termes classiques, on va dire. Et c'était une grande source de profit. Et, hop. Et alors, on finit avec les lots dans l'imaginaire, cette fois. Après être passé par l'eau dans l'économie, l'eau dans le quotidien, l'eau l'eau dans la religion. Donc avec d'innombrables œuvres artistiques, picturales, littéraires et j'en passe, qui sont en rapport avec l'eau. Donc là, je vous ai présenté un tout petit échantillon, mais on aura plus à l'exposition, évidemment. Donc avec des tableaux de Pernod, notamment sur les sources de la Marne. Donc celui-là nous sera prêté par le musée de Chaumont. On a cette toile, et je crois qu'il va avec une autre sur la source de Blanchefontaine, prêtée par le musée de Langres. Et puis on a aussi mis une photo de Friedrich Gier. Je ne sais pas si on le prononce comme ça, bref. Donc une photo du lac de Montremont en 2016 avec une technique un peu particulière, j'imagine, pour faire ressortir ses couleurs, enfin en tout cas très artistique, parce que l'eau est présente dans le paysage, l'eau est présente dans la vie quotidienne, donc il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas présente dans l'art non plus. Et surtout que pour les peintres et pour les photographes, elle présente cet intérêt d'être une surface parfois lisse, parfois en mouvement, et beaucoup plus agitée. Elle peut permettre donc des effets miroirs, elle permet de jouer sur la lumière et sur les effets. On voit très bien avec l'ondulation de l'eau dans la source. Et ça donne accès à des rêveries et à de l'art qui frôle les mondes imaginaires. Bon, je vous ai pas mis d'exemple ici, mais il y a aussi des sculptures qui sont en rapport avec l'eau. Alors, notamment ces figures de Néréide, donc de personnages mythologiques avec des amphores dont l'eau coule pour représenter les sources, par exemple. Et puis, il y a aussi dans la fonderie d'art des objets qui sont en rapport avec l'eau, notamment les œuvres de Guimard, ou même, on en parlait tout à l'heure, des fontaines Wallace, qui étaient effectivement fonctionnelles, mais qui ont été aussi commandées à un artiste pour être des objets beaux, esthétiques, et un peu artistiques. Même si le reste très classique, les fontaines Wallace. Et puis là, c'est difficile à illustrer, mais on va aussi parler de la littérature. Et par exemple, avec des œuvres de quelques Haut-Marnais, comme Jean Robinet, donc qui a parcouru la Marne et la Vingeanne, ou encore Jean-Paul Kaufmann, et d'autres. Donc c'est pareil, les auteurs aussi dans la littérature se sont baladés le long des cours d'eau, et c'est un très très beau sujet d'inspiration. Effectivement, ça nous semblait dommage, ça nous aurait semblé dommage de faire l'impasse sur cet aspect. Voilà, merci pour votre attention. Je vous abandonne avec cette photo d'une vache sur un pont qui nous a beaucoup fait rire. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle et riche conférence qui donne un premier aperçu de cette exposition qui s'annonce très riche.
Maintenant, je vais laisser la parole à l'Assemblée. Si vous avez des questions, des remarques, des éléments que vous souhaitez faire partager à l'assistance ou échanger avec la conférencière, la parole est à vous. Merci. Sur la crise du choléra de 1832, c'est pas une question, c'est un petit témoignage. Enfin, je vais restituer le contenu d'un article que j'ai lu il y a quelques temps. Saint-Dizier a été frappé en fait parce que les mariniers de Lanoux ont rapporté de Paris, donc en remontant la Marne, donc on est vraiment dans la thématique, la maladie depuis Paris, où elle sévissait déjà depuis quelques temps. De manière un petit peu égalitaire, puisque toutes les catégories sociales étaient frappées. C'était le cas à Saint-Dizier, mais c'était le cas aussi à Paris. Le Premier ministre est mort. Le roi Louis-Philippe, qui venait d'arriver au pouvoir, a demandé à son Premier ministre Casimir Périer d'aller visiter un hospice où des malades étaient en train d'agoniser, et il a attrapé la maladie et il en est mort, ainsi qu'un très célèbre sinologue dont le nom m'échappe. Donc il y a des gens très haut placés qui sont morts, ainsi et Saint-Dizier aussi. La maladie s'est montrée relativement peu regardante quant au statut social. Elle a emporté aussi bien les notables que des gens du peuple. Avec un taux de mortalité tout à fait effrayant. Si vous attrapiez la maladie, vous aviez une chance sur deux d'y rester. C'était tout à fait mortifère. Et en fait, c'est pas tout à fait immédiatement que les villes se sont mis à travailler à l'installation d'égouts pour assainir l'espace urbain. En fait, il a fallu attendre qu'on comprenne que l'eau était bien le vecteur de la maladie. Et le premier à s'en être rendu compte, c'est un homme, un Anglais, qui porte un nom qui dira quelque chose aux amoureux de Game of Thrones. Il s'appelait Jon Snow. Je ne sais pas si vous connaissez cette série qui a un succès des années 2010. Donc c'est un personnage central dans l'histoire. Peut-être une petite remarque, il manque peut-être un département, une section sur l'eau et la défense. L'eau, elle a servi à entourer les châteaux pour les protéger, et puis je pense aussi à l'eau utilisée par les pompiers pour éteindre nos feux. Voilà. Oui, alors effectivement, cette épidémie de choléra était très importante et peu de distinction sociale parce que comme elle passait par l'eau, elle touchait tout le monde, ce qui a été très différent d'épidémies antérieures. C'est vrai que de par mes recherches sur la guerre de 100 ans, j'ai plus travaillé sur la grande peste de la fin du Moyen-Âge que sur cette épidémie de choléra. Et ce qui était frappant avec la grande peste, c'est que là, il y a une distinction sociale terrible. La grande peste a tué beaucoup d'habitants des villes, et surtout dans la population, quand même la plus pauvre, celle qui vivait le plus en promiscuité, puisque la transmission de la maladie se fait soit par l'air pour la forme pulmonaire, je crois, soit par les insectes ou les rats, mais effectivement qui vont proliférer dans ces milieux-là et infecter les gens entre eux. Et ce qui fait qu'à l'époque de la Grande Peste, les nobles vivaient dans leur château isolés du reste de la population et ont été très largement épargnés. Et ce qui était impressionnant aussi, c'est que je m'étais rendu compte que la Grande Peste avait relativement épargné les armées. Alors même si la guerre a été mise en pause à chaque épisode de peste, les combattants ont été relativement épargnés par la peste, alors que d'habitude les armées sont plutôt des vecteurs de contamination pour d'autres maladies. Mais c'est vrai que je m'éloigne un peu de l'eau là.
Et alors pour l'eau et la défense, là c'est vrai que c'est pas un axe qu'on a retenu pour l'exposition. On a une petite salle d'exposition, donc on est allé vraiment à l'essentiel. Et ça avait été un peu abordé justement dans la publication sur la Haute-Marne et la mer, pour la construction navale. Pour l'eau contre le feu, je suis en train de me demander si on a un article dessus pour la publication. Faudrait que je vérifie. Mais oui, effectivement, c'est une ressource pour lutter contre ces désastres-là. Et là aussi, avec une grande évolution. Bon, avec les moyens d'aujourd'hui, c'est très perfectionné. Auparavant, il fallait y aller avec les seaux d'eau et à la chaîne. Et là, peut-être que par rapport à ça, j'avais découvert. Alors là, cette fois, je vais vraiment m'éloigner de la Haute-Marne, puisque c'était lors d'un stage que j'avais fait à la Nouvelle-Orléans. C'est quand même très loin. Mais ce qui est intéressant avec la Nouvelle-Orléans, c'est que le vieux quartier, comme vous le savez, le quartier français, on le surnomme le quartier français, mais en fait le vrai quartier français est parti en fumée à la fin du XVIIIe siècle. Les 3/4 de la vieille ville ont été détruits par 2 incendies très importants à une dizaine d'années d'intervalle seulement, dans les dernières années du XVIIIe siècle. Et à l'époque, Napoléon venait je crois le premier c'était dans les années 1790 et puis le second devait être début 19e siècle. Et Napoléon a vendu la Louisiane à l'Espagne. Donc le pouvoir en place est devenu le pouvoir espagnol. Et donc un incendie qui ravage tout, la population reconstruit les bâtiments à l'identique, un deuxième incendie, tout repart en fumée. Et là, cette fois, le pouvoir en place, donc espagnol, a dit aux habitants, bon, maintenant, vous allez arrêter. La construction à la française, ça fonctionne pas. Les maisons sont trop près les unes des autres. Et on n'a aucun moyen pour arrêter les incendies. À chaque fois, c'est ravageur. Et donc, ils ont mis en place des règles. Donc, ils ont forcé les habitants à construire des maisons avec des cours intérieures, à les espacer un peu pour pas que le feu puisse se répandre d'une toiture à l'autre de façon trop rapide ou trop facile. Et puis surtout, leur ont demandé d'avoir des réserves d'eau dans chaque cour particulière. Et ensuite, il n'y a plus d'incendie majeur comme ça à la Nouvelle-Orléans. Donc aujourd'hui, si vous vous promenez dans le quartier français, en fait, vous voyez de l'architecture espagnole. Il y a des maisons construites par les Espagnols. Mais le revers de la médaille, c'est que de l'eau conservée comme ça dans les cours intérieurs, ça fait de l'eau stagnante, ça a attiré les moustiques et ça leur a valu une épidémie de fièvre jaune, donc qui a décimé la population. Donc entre la lutte anti-incendie et les épidémies, voilà, donc la gestion des incendies a toujours été compliquée, forcément. Je n'ai pas trop d'éléments à apporter sur la Haute-Marne, je suis désolée. En tout cas, l'eau joue un rôle dedans, et c'est vrai que d'avoir des réserves d'eau, c'était essentiel. Merci Clément. Il me semblait que les 4 réservoirs dits du pays de Langres, à savoir Villegusien, l'Allièze, Charmes et la Mouche, avaient été uniquement construits pour alimenter les canaux, et non pas dans un but d'écrêtage de crues. Oui, c'est possible, oui. Oui, merci de me corriger. Effectivement. Et oui, c'est vrai que c'est les réservoirs, les lacs réservoirs peuvent aider à écrêter les crues, mais aussi à alimenter les cours d'eau. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs canaux qui partent de là. Oui.
qu'il y a d'autres questions? Merci. Vous avez montré la médaille du docteur Ferrat. Vous savez qui c'est? Pour le coup, non, je suis désolée. Alors, moi non plus. J'ai Bah pas eu oui. encore de cette collection, cette partie du musée. Mais je m'y pencherai et à la prochaine conférence, je vous ferai un petit. Bon, s'il un a, petit s'il a eu explication. droit à une médaille, c'est que j'imagine qu'il a aidé à la lutte contre le choléra. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Ce n'est pas le docteur Ferrat qui a lui-même fondu la médaille. C'est une décoration. Voilà. Et puis pour compléter, on a aussi un autre docteur qui était assez actif dans la promotion de l'eau à des usages thérapeutiques, le docteur Chaussinan, donc au début du XXe siècle, qui a notamment mis en place donc toutes les sources ferrugineuses qu'on trouve à la marina. J'ai retrouvé ma source. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais un article en tête et je vous ai un peu narré ce qui s'était passé autour du choléra en 1832 et je me souvenais plus vraiment où est-ce que je l'avais lu, mais maintenant, à force d'y réfléchir, ça m'est revenu. En fait, c'est Pierre-Julien Prieur, journaliste au JHM, qui, de manière très à propos, durant le confinement, a publié un article sur le sujet. Il a fait un parallèle entre la situation qu'on était en train de traverser et le choléra. Donc vous pourrez le retrouver dans les éditions entre mars et mai 2020. Conserver une partie, si vous voulez relire cet article, pour ceux qui n'auraient pas gardé les anciennes éditions du JHM, voilà. Même si je pense que vous les collectionnez tous. Donc soit à la médiathèque de Saint-Dizier qui doit encore conserver, ou si elle ne les a plus, aux archives municipales qui, eux, là, conservent tous les numéros.